Salut les petits clous, quand on s'intéresse à la franc-maçonnerie, on doit faire face à une utilisation massive de symboles. D'ailleurs, ce n'est pas propre à la franc-maçonnerie, c'est comme ça dans la plupart des traditions ésotériques. En alchimie par exemple, il y a des livres qui ne contiennent aucun mot. C'est le cas du Mutus Liber, qui signifie livre muet. Il décrit tout le grand œuvre alchimique uniquement avec des images. Tout n'est que métaphore et allégorie, et l'interprétation d'un recueil comme celui-là demande des connaissances très approfondies. Il y a également l'Atalante fugitive que j'apprécie tout particulièrement. Le concept est le même, pas de mots, juste des images pour guider le profane. D'ailleurs, si vous voulez consulter l'intégralité des illustrations, je vous mets un lien dans la description vers le blog, elles y sont toutes. En franc-maçonnerie, on retrouve l'utilisation de symboles, de métaphores ou d'allégories dans ce qu'on appelle le tableau de loge ou le tapis de loge. Au début du XVIIIe siècle, il était dessiné directement sur le sol avec de la craie et du charbon, mais pour des questions pratiques, les francs-maçons en ont fait des tapis et des tableaux. C'est vrai que ça évite de dégueulasser toute la loge. C'est un ensemble de symboles posés directement par terre au milieu de l'assemblée et sur lequel les frères sont invités à méditer. C'est le frère expert qui est chargé de déployer le tableau ou de le tracer au sol à l'époque où il dégueulassait tout là, avec sa craie et son charbon. Tout cela se fait dans un instant solennel car la compréhension de ces symboles accompagne les francs-maçons dans leur quête spirituelle. Je vais prendre un tableau de loge de premier degré du rite écossais ancien et accepté et nous allons le regarder dans son ensemble avant d'entrer dans le détail. En bas de l'image, il y a un sol en damier juste devant un bâtiment qui semble fermé. De chaque côté de la porte, il y a une colonne avec la lettre B ou la lettre J. Vous les connaissez peut-être déjà car j'en avais parlé dans la vidéo sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Autour de ce bâtiment, qui semble être un temple, il y a tout un tas de symboles que l'on va analyser et l'ensemble est parcouru par une corde à 12 nœuds. Bon, maintenant que les présentations sont faites, entrons dans l'univers symbolique de la franc-maçonnerie. Entre la lune et le soleil, on trouve le delta lumineux et à l'intérieur, l'œil de la providence. Le delta lumineux est symbole d'équilibre et d'achèvement. Une ligne d'horizon de laquelle s'élèvent les deux autres côtés, formant un sommet qui semble toucher le ciel et le sacré. En fait, le delta lumineux, c'est la représentation de l'achèvement maçonnique. C'est un petit peu comme la pierre philosophale des alchimistes. Ici se tient le je. Je suis dans ce temple, je suis face à moi-même, je suis là pour me connaître dans le but de me libérer de mes chaînes. De l'autre côté de la base du triangle se tient le vous. Vous êtes près de moi, vous êtes face à moi, je suis là pour mieux vous connaître, vous êtes mes égaux. Le je et le vous sont placés de chaque côté de la base du triangle pour signifier qu'ils sont égaux. La base est donc une ligne d'égalité. Du je et du vous émerge le nous. Nous sommes réunis pour élever nos regards vers la connaissance, nous partageons nos travaux, notre œuvre est commune. Le delta représente donc l'œuvre maçonnique, le je qui veut s'émanciper, qui rencontre le vous et qui forme le nous. D'ailleurs, il y a autre chose qui se dégage de cette représentation. Le je est dans une démarche de liberté car il souhaite s'émanciper de ses chaînes. Le vous et le je sont tous les deux sur le même pied d'égalité et le nous est bien évidemment la fraternité. Liberté, égalité, fraternité, vous savez maintenant d'où vient la devise de la France. Au centre du delta lumineux se trouve l'œil de la providence, qui n'est pas vraiment un organe physique. Il n'a ni cils ni sourcils et s'apparente plutôt à ce qu'on pourrait appeler le troisième œil. Il symbolise à la fois le regard que nous portons sur nous-mêmes et le regard du grand architecte de l'univers sur sa création. De chaque côté se trouve une association de symboles que l'on retrouve dans beaucoup de traditions ésotériques, la lune et le soleil. Le soleil, principe actif et masculin, règne sur le jour, alors que la lune, principe passif et féminin, préside la nuit. S'ils sont placés de chaque côté du delta lumineux, ce n'est évidemment pas par hasard. La lune symbolise la réflexion et le soleil la progression. Disposés de cette manière, les deux astres deviennent deux qualités nécessaires pour accomplir l'œuvre maçonnique.
L'apprenti est du côté de la Lune car il possède des connaissances élémentaires pour le moment et il ne serait pas en état de supporter une trop grande lumière. Sous le delta lumineux se trouve un symbole que l'on appelle les trois grandes lumières. Il s'agit de l'association du volume de la loi sacrée, du compas et de l'équerre. Trois symboles majeurs de la franc-maçonnerie qui forment, une fois réunis, les trois grandes lumières. Le compas est dynamique, il sert à créer un cercle à partir d'un point, c'est le symbole de la création. A l'opposé, l'équerre est statique, symboliquement elle sert de base à une réflexion juste et saine, mais le point le plus important, c'est qu'elle fait entrer le principe de création dans la matière. Lorsque ces deux symboles sont utilisés comme une broche ou un bijou, leur entrelacement indique la progression d'un franc-maçon sur sa quête initiatique. Lorsque le compas est derrière l'équerre, ça signifie que la matière domine l'esprit, c'est le symbole de l'apprenti. Quand le compas et l'équerre sont entremêlés, ça signifie que la matière et l'esprit sont équilibrés, c'est le symbole du compagnon. Et enfin, lorsque le compas est devant l'équerre, ça signifie que l'esprit domine la matière, c'est le symbole du maître. La troisième des grandes lumières est le volume de la loi sacrée. Il s'agit d'un texte sacré sur lequel l'apprenti va devoir prêter serment. Au rite écossais ancien et accepté, le volume de la loi sacrée est la Bible, mais dans l'absolu, tous les livres traditionnels peuvent être admis. Si l'apprenti le souhaite, il peut prêter serment sur le Tripitaka des bouddhistes, sur le Coran des musulmans, sur le Tao Te Ching des taoïstes, etc. Cependant, c'est la Bible qui reste le livre sacré le plus utilisé pour prêter serment, et ça crée une sorte de double problématique. La franc-maçonnerie a été créée à une époque où le christianisme était la norme. Les francs-maçons continuent donc de perpétuer cette tradition, mais le souci, c'est qu'un chrétien va devoir accepter d'avoir une lecture non religieuse de la Bible, et un athée devra accepter la Bible comme étant le livre de la loi sacrée. Double problématique. De chaque côté des trois grandes lumières se trouvent deux pierres, une brute et une cubique. L'interprétation de ces deux pierres est relativement simple. La pierre brute représente l'apprenti avant son initiation et la pierre cubique, c'est son objectif. D'ailleurs, dans l'instruction au premier degré, on peut lire ceci. À quoi travaillent les apprentis? À dégrossir la pierre brute afin de la dépouiller de ses aspérités et à la rapprocher d'une forme en rapport avec sa destination. Quelle est donc cette pierre brute? C'est le profane, produit grossier de la nature que l'art de la franc-maçonnerie doit polir et transformer. Quand on sait que la franc-maçonnerie emprunte toute son imagerie et sa symbolique aux bâtisseurs de cathédrales, il est assez simple de comprendre qu'au début d'une quête, nous sommes pierre brute et que l'objectif est de retirer les aspérités et les défauts dans le but de devenir pierre cubique et de trouver sa place dans la création. Ce concept vous est peut-être familier car il est identique en alchimie. Transformer le plomb en or est évidemment une métaphore qui indique que nous sommes un métal grossier au début de notre quête et l'objectif est de devenir de l'or. Pour passer d'une pierre brute à une pierre cubique, nous allons avoir besoin d'outils et commençons par le ciseau et le maillet. Ce sont deux outils indissociables qui permettent de passer de l'intention à l'action. Le maillet est actif, c'est avec lui qu'on donne les coups, il est le symbole de la puissance agissante. A l'inverse, le ciseau est passif, tout seul il n'a pas d'utilité, mais c'est grâce à lui que le maçon peut enlever de la matière avec précision. Le ciseau guide et oriente l'effet des coups. Malgré sa passivité, il est essentiel car il se situe entre le maillet et la pierre, il est donc vecteur de la réalisation. Ces deux outils symbolisent la maîtrise de soi, car un coup de maillet trop puissant enlèverait trop de matière et il n'est pas possible de revenir en arrière, alors qu'un manque de puissance dans le maillet rendrait le ciseau inefficace. Il faut donc la volonté d'agir, mais la puissance de cette volonté doit être canalisée, réfléchie et orientée, c'est-à-dire consciente. Pour vérifier la régularité de l'œuvre, le maçon a besoin d'une règle, et celle qui est représentée ici est une règle à 24 divisions que l'on appelait autrefois une jauge de 24 pouces. La règle est un outil de conception qui permet de vérifier la régularité de l'œuvre. C'est un outil passif absolument fondamental à la conception.
Juste en dessous est représenté un niveau à fil. Il est composé d'un chevalet en bois triangulaire au sommet duquel est accroché un fil à plomb et à mi-hauteur il y a une traverse sur laquelle est gravé un trait qui donne la verticale. Ce trait était appelé la ligne de foi par les anciens bâtisseurs. C'est pour ça qu'en franc-maçonnerie, le niveau à fil est devenu le symbole de la fidélité de notre avancement face à notre idéal. Si le fil est aligné avec le trait, vous êtes sur la bonne voie. Le dernier des outils a une symbolique très riche et se trouve sur la droite du temple. Il s'agit du fil à plomb. Venant du haut et indiquant le bas, il fait le lien entre le ciel et le centre de la terre. Rien que cet aspect est déjà riche de sens, car ça nous invite à regarder vers le bas et ainsi faire preuve d'humilité. Ça rappelle également une phrase chère à l'hermétisme, « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Ça invite également à plonger au centre de la terre, comme le fameux vitriol des alchimistes. Alors c'est une métaphore, hein, ne cherchez pas à plonger vraiment au centre de la terre, c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Le fil à plomb est brodé sur le sautoir du deuxième surveillant. C'est lui qui accompagne les apprentis dans leur quête et il doit faire preuve de droiture et de verticalité. Sur le tapis de loge, on peut voir 3 fenêtres qui sont symboliquement placées à l'Orient, au Midi et à l'Occident, et non, ça n'a rien à voir avec la Bretagne. Ces fenêtres symbolisent les heures du temps maçonnique, celles où les ouvriers se mettent à l'ouvrage, celles où ils l'accomplissent et celles où ils le quittent. La fenêtre à l'Orient éclaire le vénérable maître qui va ouvrir une nouvelle journée de travail. La fenêtre au Midi laisse voir le soleil lorsqu'il est au plus haut dans sa course et révèle sa véritable fonction, éclairer les esprits. À cette heure-là, tout le temple est éclairé et c'est un moment propice pour la découverte de soi, car la lumière a chassé l'ombre et présente les choses dans leur réalité la plus objective. La fenêtre à l'Occident laisse voir le soleil couchant qui indique au vénérable maître que c'est la fin de la journée et qu'il peut clôturer les travaux. Cette lumière descendante signifie le passage d'une épreuve de sagesse et de vérité et surtout, elle vous invite au repos. Si ces fenêtres ont un grillage, c'est pour protéger les apprentis des vices du monde profane tout en laissant entrer la lumière. Au milieu du tapis de loge, on trouve logiquement le temple maçonnique dont la porte marque la frontière entre le monde profane et le sacré. Ce qui est intéressant, c'est que pour entrer dans le temple, il faut s'élever et gravir 3 marches. C'est quelque chose qu'on retrouve en alchimie dans le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'Atalante fugitive. L'emblème numéro 27 nous indique qu'un homme qui veut entrer dans la roseraie des alchimistes sans être un philosophe est semblable à un homme qui veut marcher sans pied. La porte qu'il doit franchir est solidement fermée par 3 verrous. Il faudra donc 3 clés pour la déverrouiller. Il faut donc monter 3 marches pour entrer dans le temple maçonnique et posséder 3 clés pour entrer dans la roseraie des alchimistes. De chaque côté du temple, il y a 2 colonnes. Au nord, il s'agit de Boaz et au sud, Yakin. Ces colonnes sont issues de la légende d'Hiram, un personnage biblique que les mythes francs-maçons ont déclaré architecte du temple de Salomon. Devant ce temple, il y avait 2 colonnes devant lesquelles les ouvriers devaient attendre pour recevoir leur salaire. Les apprentis attendaient devant une colonne et les compagnons devant l'autre. Au sommet, on peut voir 2 grenades. C'est un fruit qui, une fois arrivé à maturité, répand généreusement une grande quantité de graines. En franc-maçonnerie, la grenade est le symbole de la fécondité et de la fraternité. Au pied de ce temple, le sol est couvert de pavés en mosaïque. C'est un symbole que l'on retrouve beaucoup en franc-maçonnerie. Sur le plafond d'une loge, on trouve généralement la représentation d'une voûte étoilée. Eh bien, le damier au sol est son opposé. La voûte représente le monde spirituel et le damier symbolise le monde matériel. De par sa constitution, il y a 2 principes ésotériques majeurs qui ressortent. Le premier, c'est évidemment le principe de polarité. L'alternance de noir et de blanc indique que notre monde matériel est polarisé. Tout ce qui existe possède un opposé et ne pourrait exister sans cet opposé. J'ai fait une vidéo sur ce principe, je vous mets le lien en description. Le deuxième est un principe qui vient de l'hermétisme et que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cela signifie que le macrocosme s'intègre dans le microcosme, ils sont l'un dans l'autre.
Sur le damier, on part d'un carré unique. Lorsqu'il y en a 4, ça forme un autre carré. Lorsqu'il y en a 16, ça forme un nouveau carré, et ainsi de suite. L'ensemble est un carré qui est constitué d'autres carrés qui sont eux-mêmes constitués d'autres carrés, et ça de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Pour terminer, autour du tableau, on peut voir une corde à 12 nœuds qui délimite l'espace et qui est aussi très riche de sens. Comme le zodiaque qui est composé de 12 signes et qui délimite symboliquement les contours de l'univers, la corde est l'enveloppe du temple. Elle le protège du monde profane et elle permet la concentration des énergies pour obtenir la pleine puissance des égrégores. Elle représente également le lien qui existe entre tous les francs-maçons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle part de la terre, passe par le ciel et retourne dans la terre. Ça rappelle un petit peu la formule « tu viens de la poussière et tu retourneras à la poussière ». Petite phrase qui nous pousse à l'humilité en nous rappelant que l'homme est peu de choses et les nœuds laissent penser que notre passage sur Terre sera complexe et parsemé de complications. Voilà les petits clous, vous connaissez désormais le sens de tous ces symboles que l'on trouve sur le tapis de loge de l'apprenti. Mais si vous avez été attentif, il y en a un que j'ai volontairement oublié de décrypter. Je vous laisse trouver lequel, chercher son interprétation, me l'écrire en commentaire et si vous voulez des indices, il y en a dans l'une de mes vidéos sur la franc-maçonnerie. Ciao!